Bonsoir, bienvenue sur la perme de Parole d'honneur. On va parler de l'actualité de la semaine avec nos invités et nos chroniqueurs. Stathis Kouvelakis, bonsoir Stathis. Bonsoir. Toujours un plaisir de te recevoir ici. Plaisir mutuel. Ça se voit. Samir, militant Bonjour. décolonial. Bonsoir, comment vas-tu Sabrina? Ça va bien, ça va. Bah écoute, très bien. Bonne émission à toi. Et bah toi aussi. On doit dire un truc chelou à chaque fois. Oh, ouais, vous êtes très bizarre. Ouais. Et puis Youssef Boussouma. Bonsoir. Militant décolonial aussi. Ça va Youssef? Ça va. T'arrives en va. retard, hein, comme d'habitude. Ouais. Bah oui, il faut pas changer d'habitude. Alors ce soir, on va parler de plusieurs choses. On va commencer déjà par l'actualité franco-française, on va dire, bien de chez nous, puisque cette semaine, une tribune politique a été publiée, une tribune qui s'appelle « Voter l'abrogation de la réforme des retraites, c'est vaincre le RN et la Macronie en même temps ». Et cette tribune, elle a un petit peu fait parler, un petit peu de remous. Alors, pour que le contexte soit bien clair pour tout le monde, le RN a proposé d'abroger la loi retraite lors de sa niche parlementaire qui aura lieu fin octobre. Et c'est vrai que c'est un coup à jouer pour le RN, hein, puisqu'on le sait, c'est une réforme qui a été historiquement impopulaire. Hein. Je crois que c'est 90% des actifs, hein, selon certains chiffres, qui sont opposés à cette réforme. Et donc vous avez décidé, vous, historiens, philosophes, économistes, enfin que du beau monde, vous avez décidé de faire une tribune pour dire qu'il faut justement voter cette abrogation avec le RN. Alors, je donne un petit peu des noms de signataires, hein, les premiers signataires. Et donc, il y a toi, Stathis, Frédéric Lordon, Ouria Boutelja, Julien Terry, Michel Sibony, Eyal Sivan, Simon Hassoun, Annie Arnaud, bien sûr. Hein. D'ailleurs, j'ai vu que Mathieu Slama était très attristé que Annie Arnaud ait signé cette tribune, donc ça nous fait une raison supplémentaire pour la diffuser. Et c'est pas le seul, puisque c'est une idée qui ne fait pas l'unanimité à gauche, et on a vu d'ailleurs pas mal de députés qui déjà disaient qu'ils n'allaient pas voter pour cette abrogation. Alors vous, dans cette tribune, vous défendez l'idée qu'il faut déjouer le piège du RN et de mettre en place une tactique, c'est une tactique politique. Oui, alors deux choses pour comprendre, je crois, un peu nos motivations. La première, c'est de voir que la question des retraites sert vraiment de marqueur à l'affrontement de classe, l'affrontement social aujourd'hui en France. La mobilisation contre les retraites a été la mobilisation la plus importante depuis une décennie, au moins, si ce n'est davantage. Elle a mobilisé bien au-delà des rangs habituels, on va dire. Ce qui veut dire aussi qu'elle a partiellement transcendé au sein du salariat les clivages politiques habituels. Hein. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se tromper. Une partie non négligeable de la base électorale du RN était aussi dans la rue avec le mouvement syndical contre les retraites. Et formellement, il faut bien être conscient aussi que le RN, bien sûr, a joué une carte double, très habile de son point de vue. Il s'est prononcé à la fois contre la réforme des retraites, en se désengageant complètement du mouvement, c'est-à-dire en pariant sur l'échec du mouvement et en sachant que l'échec du mouvement allait leur permettre de capitaliser précisément là-dessus. Genre, vous voyez, les syndicats, la gauche, ils s'agitent, mais ils ne font rien. Si vous voulez voter à l'abrogation des réformes des retraites, c'est nous, avec nous, c'est assuré, vous n'avez pas besoin d'entrer dans toute cette agitation coûteuse, etc. Et donc ça c'est la première chose, et on sait que ça a énormément, cette bataille sociale a beaucoup contribué à l'affaiblissement du macronisme, qu'on a vu se traduire au niveau électoral, mais elle a aussi, peut-être d'ailleurs aussi pour ces raisons, il faut être clair là-dessus, contribué au renforcement du RN, hein, puisque son calcul s'est avéré juste, hein, c'est-à-dire je pense que la percée supplémentaire entre 2022 et 2024 du RN parmi les classes populaires est en partie due à l'issue de cette bataille sur les retraites. Et le RN gère, à mon avis, de façon très habile la situation avec le gouvernement Barnier.
Ce gouvernement est sous surveillance du RN. Il est sous surveillance du RN et de l'Union européenne, d'ailleurs. Hein. Et sa survie dépend de la tolérance, hein, en quelque sorte, du RN. Le RN peut faire pression pour obtenir à peu près ce qu'il veut. Hein. Déjà, on a vu les coups de fil, etc. Mais le petit cadeau, c'est la nouvelle loi immigration. Hein. C'est le nouveau hameçon, hein, qui est lancé au RN. Donc, le RN, quelle est sa tactique ? 3 choses. Premièrement, démasquer la gauche. C'est pour ça qu'il a déposé cette proposition d'abrogation des retraites. Hein, pour coincer la gauche, justement, la piéger et apparaître, lui, comme le véritable opposant à la Macronie. Deuxièmement, montrer qu'il est une force légitime, acceptable de gouvernement, puisque un coup de fil de Marine Le Pen à Barnier suffit, hein, pour que des ministres soient rappelés à l'ordre. Donc il est absolument clair que tant du point de vue de la majorité parlementaire... C'est lui qui mène la danse. Hein. Exactement, c'est lui qui donne en quelque sorte le tempo du gouvernement Barnier avec l'Union européenne, je le précise encore une fois. Et troisièmement, il fait avancer son propre agenda, bien sûr, d'où la pression évidemment pour des propositions dures sur l'immigration, sachant que c'est un pas de plus dans la légitimation de son propre agenda, qui va apparaître après. Vous voyez, c'est dans ce sens que ça va, c'est nos propositions, mais nous, on va faire ça encore mieux, en allant encore plus loin, etc. Donc, il faut que la gauche ne tombe pas dans ce piège. Et le seul moyen de ne pas tomber dans ce piège, ça peut sembler paradoxal, de voter, justement, la proposition du RN. Parce que tout le calcul du RN vise à montrer que, vous voyez, ils vous disent ça, mais en réalité, ce n'est pas vrai. Ils ont fait front commun avec la Macronie pour faire barrage à nous. Maintenant, on les démasque sur soi-disant une mesure de leur programme. Le programme du nouveau Front populaire, c'est l'un de ses principaux points, prévoit l'abolition de l'abrogation de la réforme des retraites. Nous, on le propose. On propose même de revenir à 42 ans d'annuité en partie. Et ils ne font rien. Vous voyez bien, ils vous mentent. Ils vous trompent. La vraie opposition à la Macronie et à sa politique sur l'agenda social, c'est lui. Ne pas voter la proposition du RN, c'est faire un énorme cadeau au RN et le faire apparaître comme ce qu'il n'est pas, c'est-à-dire comme quelqu'un qui défend justement exactement un agenda social et comme la vraie opposition justement à Macron, alors même qu'il co-gouverne d'une certaine façon avec la Macronie. Oui, on peut parler d'un gouvernement tandem, hein, d'un tandem Macron-RN de ce point de vue. Hein. Oui, toi, du coup, tu l'as lu la tribune. C'est vrai que ça peut paraître contre-intuitif de se dire qu'on va voter avec le Rassemblement national. Et j'aimerais bien qu'on balaye pas complètement d'un revers de la main tous les arguments qui sont apportés, parce qu'ils viennent aussi de gens qui se sont battus contre la réforme des retraites, qui sont dans notre camp et qui ont besoin aussi de comprendre la démarche qu'il y a derrière. Donc toi, tu l'as lu la tribune. Oui, tout à fait. Alors, c'est... écoutez, d'ailleurs le texte le dit bien, hein, il y a un antifascisme moral et il y a un antifascisme politique. Alors l'antifascisme moral et symbolique, c'est effectivement dire on ne peut quand même pas voter en même temps que le RN, etc. Mais la politique, c'est pas du symbolique. La politique, c'est pas du symbolique, hein, c'est des prises de décision. Dans l'histoire, il y a des tas d'exemples comme cela où on prend des décisions politiques qui peuvent paraître paradoxales comme cela, mais qui sont... c'est une partie d'échec, la politique. Hein. C'est vraiment une partie d'échec. Et on peut être amené, il y a des tas d'exemples comme cela, où des forces politiques de gauche ont été amenées pour ruser, parce qu'il s'agit de ruse politique, évidemment. On a en face de nous des gens très retors. On a des gens très retors qui font des alliances et comme on dit, à malin ennemi. C'est que effectivement le RN pensait faire un gros coup où là on était coincé par une sorte d'antifascisme moral. Hein. Oh non, surtout pas, on ne peut pas. Or, l'antifascisme politique, c'est exactement la même position qu'on pourrait avoir entre l'antiracisme moral et l'antiracisme politique. Ça veut dire jouer. Ça veut dire d'abord comprendre une partie. Aux échecs, il faut d'abord comprendre la partie pour pouvoir jouer. On ne joue pas comme ça par à coup. Il faut d'abord comprendre la partie, comprendre la structure de la partie. Et si on a compris effectivement, comme Satis l'a dit, comment cette espèce de gouvernement tandem, hein, on a le RN, Macron et l'Europe qui est même là pour chapeauter, eh bien, on comprend qu'il ne faut surtout pas effectivement offrir au RN cette victoire. Ce serait une victoire facile. Donc, on ne rompt pas avec l'antifascisme, hein, sauf que l'antifascisme, encore une fois, c'est pas une formule en l'air. Hein, c'est pas l'antifascisme, c'est pas attention, je me mouille jamais et je reste dans mon coin parce que on reste à la maison, on voit personne, on est antifasciste, ça change rien. Être antifasciste, l'antifascisme n'est ni une posture morale ni une disposition éthique. Voilà. Être antifasciste, c'est mettre en échec le fascisme. Hein, c'est pas uniquement. Et en faisant ça, effectivement, on met en échec une opération.
D'autant plus que cette opération, c'est vrai, et ça a été dit, les retraites, c'est vraiment un gros coup. On pourrait dire que les retraites, il y a des moments dans l'histoire où il y a une mesure, un sujet comme ça qui apparaît comme étant déterminant et même comme structurant toute une partie de la vie politique. Et en tout cas des programmes et autres. Et on peut dire cela effectivement de cette loi sur les retraites. Hein. Dans les années 80, il y a eu d'autres mouvements comme cela. Voilà. Ça dégrade clairement la vie de millions et de millions de personnes. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui avaient des projets, et d'un seul coup, ces projets ont dû être ajournés de 2 années, quoi. Voilà. C'est à l'échelle d'une vie humaine, c'est terrible, en fait. Et politiquement, c'est un enjeu considérable. Donc on ne peut pas se permettre effectivement de laisser cela. Il y a eu quand même rappelez-vous, des manifestations énormes, des secteurs en grève pendant un certain temps. Et surtout, c'était pas clivant. La loi retraite n'était pas clivante, même dans la société française, ce qui est quand même extraordinaire. C'est ça. Voilà. Bon. Samir, toi, tu penses quoi? Mais avant de parler de ça, j'ai envie de parler d'un truc. Non, vous inquiétez pas, c'est pas un happening. Je vais pas sortir des panneaux, je vais pas me rouler par terre, vous inquiétez pas. Pas tous les jours. Mais non, mais en fait, je voulais dire que ce soir, je sens une atmosphère particulière. Ah. Ce soir, voilà, je trouve qu'il y a une atmosphère, il y a une ambiance particulière et particulièrement. De deuil, on le disait. Et particulièrement chez Youssef. Moi, ça fait depuis pratiquement 3 ans, 3 ans, quelque chose comme ça, que je passe une bonne partie de mes lundis à l'attendre déjà parce qu'on sait qu'il va venir et à le côtoyer dans cette émission. Donc déjà c'est un honneur, mais c'est la première fois que je le vois comme aujourd'hui et j'ai envie de le dire parce que il est là, il est tout près. Peut-être les gens le perçoivent pas, je sais pas, mais je pense que vraiment il faut qu'aujourd'hui on prenne conscience de la gravité de la situation. Je parle bien sûr de la situation qu'on va évoquer tout à l'heure au Liban, en Palestine, etc. Et je voulais juste dire que moi, c'est la première fois que je ressens ça à ce point-là. Et voilà, juste dire qu'on est, on aime. Déjà, on aime beaucoup Youssef et tout ce qu'il apporte, dans cette émission tous les lundis. Et voilà, et on lâche pas, quoi. On lâche pas. On aime beaucoup Youssef et puis il arrive à mettre des mots aussi sur la semaine dernière. Il y a eu pendant la perme, tu as parlé de ces Palestiniens qui ont été brûlés. Et c'est une vidéo qui a été très vue et les gens ont besoin de gens comme ça qui sont capables de parce qu'en fait d'être à la fois dans l'empathie et en même temps la politique. Il y a une connexion entre les affects et l'intellect. C'est-à-dire que il fait partie des personnes, c'est pas le seul justement. Statis, j'allais dire. Je partage entièrement ces sentiments. Statis en est un autre. On en parlait avec Youssef juste avant d'entrer. Mais c'est pour ça que qu'on était en train de discuter. C'est pour ça que j'ai voulu dire ça, c'est que je vous ai vu arriver et en fait, je te dis, j'avais jamais ressenti ça. C'est-à-dire que il y avait une sorte de gravité et voilà, et cette gravité, mais toujours avec le souci de dire, voilà, on lâchera pas. On lâchera pas, tu vois. Cette image qui a été reprise, qui a été dessinée, qui a été numérisée, etc., d'un homme assis sur un fauteuil et bravant, j'allais dire, la barbarie. Voilà, je pense que tout le monde aura compris l'allégorie. On va en parler après. Bien sûr, on va en parler. Et elle nous oblige. Quelque part. Elle nous oblige. Donc, pardon, je pouvais pas commencer sans dire ça parce que j'ai un peu la chair de poule depuis tout à l'heure et j'avais Youssef dans le coin de l'œil et j'arrivais pas à parler d'autre chose avant de parler de ça. Et surtout que moi, j'avais prévu aujourd'hui d'être vraiment la potiche, quoi. Vraiment. Donc, j'ai lu la tribune il y a très peu de temps, pour être tout à fait honnête. 10 minutes, très exactement. Je voudrais dire plusieurs choses. La première chose, c'est effectivement, je rejoins tout ce qui a été dit, mais je pense que la stratégie du RN, c'est une stratégie populiste, mais pas populaire. Elle est populiste dans le sens où elle drague les plus bas instincts du petit blanc, comme nous l'appelons ici à Parole d'Honneur, c'est-à-dire qu'elle essaye de créer un pacte racial entre la bourgeoisie blanche, le prolétariat blanc, au détriment du prolétariat indigène issu de l'immigration. Et
Et elle essaye aussi, là, sur ce coup-là, de dire, voilà, nous sommes les seuls crédibles et nous sommes les seuls à faire une proposition pour faire abroger la loi retraite. Mais vous verrez que vos soi-disant alliés de classe de la gauche française vont vous abandonner en race campagne. Et donc, c'est de ça qu'il s'agit quand on parle du piège, dans lequel nous pensons qu'ils ne font pas tomber. Et là, quelque part, je m'adresse à ces petits blancs qui pourraient croire en cette stratégie du RN en pensant qu'elle leur est favorable. C'est une stratégie populiste, parce qu'effectivement, comme ça, si on regarde en surface, on a l'impression que c'est réellement pour le peuple, mais au final, elle n'est pas populaire, vu que, et là, ça renvoie à ce que disait aussi Youssef, les résultats concrets, matériels, de la stratégie du RN, si elle arrivait à ses fins, ne serait pas l'abrogation de la loi, mais serait le discrédit jeté sur la gauche. Donc, en fait, ça serait un gain politique pour le RN, mais concrètement, pour les classes ouvrières et les classes, laborieuses françaises, il n'y a pas de gain. Il n'y a pas de gain, vu qu'on serait exactement dans la même situation au niveau de la loi des retraites. Je crois qu'il y a quelque chose qu'il faut avoir en tête. Je suis entièrement d'accord avec ce qui a été dit par Samir, mais il faut bien mesurer... C'est bon, j'arrête ma carrière. Il faut bien mesurer que il y a dans les classes populaires un sentiment, un véritable traumatisme depuis les années 80 par rapport à la gauche. Les classes populaires se sentent profondément trahies par la gauche. Ça date de l'époque Mitterrand, bien entendu, hein, qui est d'ailleurs le moment où le RN s'envole, et en particulier dans l'électorat populaire. Et grâce à Mitterrand. La première percée du RN en 84 se fait dans l'électorat de droite traditionnel, radicalisé par l'ambiance anti-gauche du début du septennat Mitterrand. Mais la bascule se fait en 88, parce qu'entre-temps, il y a eu toute la politique justement d'austérité, le néolibéralisme qui commence à s'installer, les restructurations industrielles, etc. Et c'est ça, en fait, qui alimente le RN. Parce que le racisme n'était pas moins virulent en France dans les années 70, mais l'extrême droite ne faisait même pas 1% des voix à l'époque. C'est ça, Le Pen, sa première élection, c'était 2%, je crois. Même pas 1%. C'était totalement insignifiant. C'était totalement insignifiant. Il y a une première percée qui se fait au municipal de 83, et ça se confirme aux européennes de 84 avec un score à 2 chiffres, et il passe légèrement devant le Parti communiste. La proportionnelle partielle que Mitterrand va introduire. Exactement, en 86, qui va lui permettre d'avoir plusieurs dizaines de députés au Parlement. Donc Youssef et moi, nous sommes assez vieux pour avoir vécu justement cette époque, pour savoir que le délitement de la gauche française, c'est ça. Tout à fait. Sa coupure avec les classes populaires, elle remonte à ça, et elle n'a fait que s'amplifier depuis. C'est-à-dire que le quinquennat Hollande, parce que maintenant on parle beaucoup du quinquennat Hollande, mais c'est un peu facile en fait, hein, je trouve quelque part. Hein. Il n'a fait que valider quelque chose qui remonte précisément à cette époque. Inutile de dire que dans ce contexte, refuser de voter une proposition de loi du RN, alors que les gens savent parfaitement que dans ce Parlement, il y a en principe une majorité de députés, une très large majorité de députés qui sont pour l'abrogation de cette réforme, puisqu'elle figure dans la plateforme, dans le programme du nouveau Front populaire et dans celui du RN. À eux deux, ils ont une très large majorité. Les LR et les macroniens ne peuvent absolument pas bloquer, ne peuvent absolument pas bloquer ça. Donc empêcher que le Parlement, même si après on peut dire oui, le Sénat, les navettes, etc., et puis les dépenses, etc., mais tout ça c'est des prétextes. Il est tout à fait évident qu'un vote au niveau du Parlement en faveur de l'abrogation de la réforme des retraites, les gens, et notamment dans les classes populaires, s'en foutent complètement de savoir qui a proposé ça. La ligne de défense qui consiste à dire oui, mais vous savez, on a notre propre niche parlementaire après et on va proposer exactement la même chose. Bah, si vous proposez exactement la même chose, pourquoi vous ne votez pas cette proposition de loi ? Il n'y a rien dans la proposition de loi, parce qu'ils ont bien calculé leur coût, il n'y a rien dans la proposition de loi du RN qui la rende inacceptable pour des députés de gauche. Non, il n'y a rien de juridiquement raciste. Moi, je l'ai lu. D'ailleurs, la loi, vous pouvez la trouver. Elle a été déposée le 18 septembre et du
du coup, vous la trouvez sur le site de l'Assemblée nationale, parce que j'entendais des gens aussi qui disaient « Ah, mais vous savez pas ce qu'il y a dedans ». Mais si, il suffit d'aller regarder. Et vous verrez qu'elle est tout à fait votable pour la gauche, et comme tu dis, ça fait partie de la stratégie. Justement, Statis, je pense qu'on est nombreux à se demander quelle va être l'option choisie par la France Insoumise, qui représente quand même la gauche de rupture. Voilà. J'ai vu qu'Aymeric Caron s'était exprimé sur votre tribune en disant que le point de vue qui était développé lui semblait bon, hein, ce sont ces mots. Et c'est vrai qu'on ressent une tension là entre d'un côté une gauche qui veut à tout prix garder les mains propres et une autre gauche qui est moins soumise aux postures morales, hein, et effectivement il me semble que la France réelle, la France de l'électorat réel est beaucoup plus proche en fait de cette gauche qui en fait n'est pas dans des politiques politiciennes, n'est pas non plus dans un désir de pureté, et il y a un enjeu peut-être aussi pour la France insoumise de garder le contact avec cette France là et de pas perdre déjà les acquis qui sont les siens, quoi. Qu'est-ce que Oui, tout à fait. Alors bon, ce n'est pas un secret, hein. Il y a discussion, hein, à l'intérieur du groupe parlementaire de la France insoumise. Je rappelle que il y a plusieurs semaines, Manuel Bompard, quand il avait été interrogé à ce sujet, il avait dit oui, je voterai si c'est une proposition de loi qui va dans ce sens et qui va, etc. Il a dit même avec le RN, il a dit si c'est un texte avec lequel je suis d'accord, si c'est un texte qui n'est pas un texte qui reflète l'idéologie du RN, mais une position que je partage, je ne vois pas pourquoi je ne le voterai pas. Mais on le sait, tout le monde dans le groupe parlementaire n'est pas sur cette ligne. Alors comment interpréter ça justement, hein? Bon, la non-surprise, c'est qu'évidemment le Parti socialiste, hein, dont on sait qu'il est très très divisé, aussi pour des raisons tacticiennes, a déclaré non, on ne va pas se salir les mains, hein, on ne va pas voter. Le Parti socialiste n'a pas l'habitude de salir les mains avec. N'est-ce pas? Terrible, hein. Voilà, exactement. Non, jamais de la vie. Non, jamais de la vie. Mais ça lui permet aussi de gérer ses contradictions internes, hein, et notamment le clivage en deux moitiés en réalité, hein, entre les gens qui veulent rompre le nouveau Front populaire et l'alliance avec la France insoumise, et puis les gens qui veulent malgré tout garder et agir à l'intérieur de ce cadre. Donc il y a ce jeu qui est joué du côté du Parti socialiste et du côté de la France insoumise. On sent que, pour moi, la motivation principale n'est pas tant une volonté de pureté morale, je ne crois pas que ce soit ça, c'est une volonté de garder la cohésion du nouveau Front populaire. Je crois que c'est ça. Et ça, il faut faire attention. C'est toujours quelque chose de compliqué à gérer pour le pôle. Dans un cadre unitaire, on est forcément soumis à une pression qui vient de la droite, hein, parce qu'il ne faut pas se raconter des histoires. Le nouveau Front populaire, la gauche, c'est la France insoumise, et les seuls, hein, à part le NPA, mais qui n'est pas représenté au Parlement, et tout le reste, c'est sur la droite de la France insoumise, hein. Donc la pression vient de là. L'une des questions d'ailleurs qu'on doit se poser, peut-être nous ici, c'est de voir comment est-ce qu'il peut y avoir une pression sur la gauche de la France insoumise, parce que les orgas classiques de l'extrême gauche, à l'évidence, ne sont pas en mesure de jouer ce rôle, combien même elle le voudrait. Bon, mais pour la France insoumise, donc la complexité, c'est d'arriver à garder le cadre unitaire, à ne pas apparaître comme les gens qui veulent rompre le cadre unitaire, parce qu'on a besoin de ce cadre unitaire pour faire contrepoids à l'extrême droite, ne serait-ce que pour ça, hein, pour apparaître comme une alternative véritablement qui a des chances, hein, de l'emporter, de faire effectivement barrage à l'extrême droite. Donc il faut garder le cap unitaire, mais on ne peut pas se dissoudre non plus et se retrouver dans une position subordonnée par rapport aux tactiques et aux jeux tacticiens du PS, des Verts, enfin de toutes les autres composantes du Front populaire, hein. Donc il y a cet équilibre compliqué. Ça a toujours été compliqué, je crois, pour les pôles de rupture de gérer un cadre unitaire quand les alliés sont sur la droite, hein, et pas sur la gauche. Mais je crois que là aussi, comme sur le reste, il faut qu'ils tiennent bon, et ce sera un signal précieux à mon avis pour préparer la prochaine étape, hein. Pardonnez-moi, alors, là j'avoue mon ignorance. Le vote doit avoir lieu quand ? Fin octobre. Fin octobre. Ouais, fin octobre. Et là aujourd'hui les partis se sont déjà positionnés, les différentes composantes du nouveau Front populaire, ou alors pas réellement ? Le PS s'est exprimé par le biais de ses députés, plusieurs députés. Par contre l'AFI, pour l'instant, comme disait Statis, et justement, c'est aussi l'intérêt de ce genre de tribune, et c'est aussi de mettre la pression sur la France insoumise, hein. Je voyais des gens qui disaient nous on est d'accord avec vous, on est d'accord avec Statis, avec Lordon, avec Correa Boutelja, avec tous ces gens. Comment on fait maintenant pour matérialiser notre soutien et que effectivement ça arrive au vote de l'abrogation? Il faut continuer à peut-être. Oui, alors bon, moi je participe. À labourer.
Alors, je participe à la France Insoumise, donc dans le 20e arrondissement. Donc, on tient une AG, on tient une assemblée générale demain au niveau des militants et on va interpeller la députée d'une partie du 20e, parce qu'on a perdu la circonscription avec Daniel Simonet, la 15e, mais on a une partie du 20e qui est sur la circonscription de Sophia Chikirou, que nous allons donc interpeller au niveau militant. Aymeric Caron a donc convoqué, s'est exprimé, mais il a convoqué une AG plus large, c'est-à-dire à la fois avec les habitants et avec les militants. Donc moi, je pense qu'il faut aussi faire un appel à ce que la démarche d'Aymeric Caron soit plus largement suivie. C'est une bonne démarche, effectivement, d'élargir un petit peu ce genre d'assemblée. Et écoutez, je dois dire qu'au niveau de mon groupe d'action et d'autres dans le 20e, en un sens, ça n'a même pas fait débat. C'était quasiment consensuel que la position devait être en faveur du vote. Et j'ai des échos qui parviennent aussi d'autres secteurs de la France Insoumise et qui vont dans le même sens. Donc je crois qu'il faut se mobiliser. Et puis, ma foi, puisque la France Insoumise dit que c'est un parti, il ne faut pas attendre les consignes, il faut prendre à la lettre. N'attendez pas les consignes, on n'est pas un parti classique, il faut que ça vienne d'en bas, etc. Allons-y, justement, emparons-nous du débat et faisons remonter, effectivement, je crois, ce point de vue qui me semble est très largement en phase, justement, avec ce que les classes populaires, dans leur diversité, mais ressentent dans le moment actuel. On ne peut pas, demain, on ne pourra pas justifier, assumer de ne pas voter ça. Il y a quand même des critiques qui sont légitimes par rapport à cette démarche. Je vois des gens, par exemple, qui disent oui, mais si par des mécanismes institutionnels quelconques, et on a l'habitude de ça avec la Macronie, finalement, la loi, elle n'est pas abrogée. Ça aura permis de faire passer le RN pour un parti anti-système et même un parti qui peut être un allié de nos luttes sociales. Alors, par rapport à cela, un allié de nos luttes sociales, ça allait vite en besogne. Non, mais je crois qu'il y a encore cette histoire de sacraliser le vote. Le vote, c'est un instrument. Rien de plus. On l'avait dit, on a eu des tas de débats. Déjà, ne serait-ce qu'au niveau des élections, comment ça, vous appelez à voter ? Des tas de gens qui n'avaient pas l'habitude de voter, n'est-ce pas ? Qui même votaient pour la première fois de leur vie, c'était mon cas. Eh bien, depuis les présidentielles. Et donc, il n'y a rien de sacré. C'est un outil, c'est un instrument, le vote. Et pour autant qu'on puisse s'en servir pour changer des choses, il n'y a pas que ça dans la vie politique. Il y a quantité de choses. Il y a ce qui se passe au niveau des quartiers, au niveau des syndicats, au niveau des entreprises. C'est tout ça la vie politique. Le vote, c'est juste un instrument. Donc il faut que les gens comprennent que si à un moment on peut se servir d'un instrument pour essayer de changer les choses, eh bien tant mieux. Faire apparaître le RN comme un parti... je pense pas. Je pense que les convictions... Alors, il y a toujours un électorat mouvant, et on le sait bien. Oui, il y a un électorat qui est mouvant, bien évidemment, qui, selon les circonstances, peut voter pour... On est bien d'accord. Mais ceux qui ont des convictions, c'est à la gauche, justement, de montrer qu'elle est à l'offensive et qu'elle peut saisir une opportunité. C'est pas être opportuniste que de saisir une opportunité. Mais la vie politique, c'est fait comme ça. Et puis, il y a aussi autre chose, c'est qu'on a absolument besoin d'une victoire. Actuellement, les classes populaires ont besoin d'une victoire. Je pense qu'on en a pris beaucoup sur la tronche, comme on dit, avec tout ce qui s'est passé. Et on a besoin d'une victoire. Et je crois que ça aussi, c'est important. Il y en a assez de toutes ces... On a bien vu comment, finalement, Macron a réussi à complètement tromper même la légalité sur laquelle il s'appuie. Je veux dire, c'est absolument incroyable. Un tour de passe-passe, le magicien Macron, il met dans un chapeau, on met dans le chapeau un vote de gauche majoritaire, et hop, on en sort un lapin avec le RN comme donneur d'ordre. Donc, il faut absolument on a besoin d'une victoire. Et je pense que les gens et l'AFI doit comprendre cela. Doit comprendre qu'on a besoin de cette victoire. Et en plus, d'une certaine façon, si cette victoire était obtenue, ça pourrait même renforcer aussi la gauche, d'une certaine façon. Parce que, parce que ce serait à mettre au crédit de l'AFI, évidemment, cette victoire, parce que c'est quand même l'élément important. Et du coup, ça permettrait aussi de faire taire les voix dissonantes. On le voit, il y a des voix dissonantes actuellement. Je ne vais pas citer de nom, mais on le voit avec le maire de Saint-Ouen, etc. Tout cela. Oui, non, mais c'est vrai. On a l'impression qu'il y a une sorte de... C'est absolument incroyable. Il y a une volonté de rupture européenne extrêmement grave. Extrêmement grave. Je veux dire, des gens s'imaginent ils vont faire quoi en plus, Donc, je pense qu'une victoire sur la question des retraites, ce serait vraiment, vraiment une bonne chose.
Rappelons aussi quelque chose. Au plus fort du mouvement sur les retraites, une motion de censure déposée par la gauche, ou plutôt par le groupe Lyot. Mais en réalité, c'est la gauche qui était le moteur. Hein. Le groupe Lyot a été choisi en accord avec la gauche, en réalité, pour permettre le rassemblement le plus large. Eh bien, elle a failli passer à 7 voix près, et elle a été votée, évidemment, par tous les députés du Rassemblement national. Personne n'a accusé la gauche de dire « Ah oui, mais si votre motion de censure passe, ce sera grâce au RN, c'est affreux, les extrêmes se rejoignent contre Macron, etc. » Absolument pas. Tout le monde voulait, bien entendu, que la motion de censure réussisse, et on aurait fêté ça, et on aurait marqué des points dans l'affrontement qui était en cours si la motion de censure était votée. Eh bien, c'est le même type de raisonnement qui doit prévaloir aujourd'hui. En principe, dans cette Assemblée, il y a une majorité de députés qui sont pour l'abrogation de la réforme des retraites. Eh bien, passons à l'acte. Le reste, c'est premièrement totalement secondaire, et c'est totalement se méprendre sur ce qu'est le RN, de ne pas voir le piège justement qu'il tend à la gauche. Hein. Le vrai piège, c'est de ne pas voter la motion, pas de la voter. Comme d'ailleurs à l'inverse, le piège que d'une certaine façon la gauche va tendre au RN sera de dire est-ce que vous votez la prochaine motion de censure contre ce gouvernement ou pas parce que là vous faites semblant d'être une opposition, etc. Mais là on va voir. Et donc là on va les coincer. Mais ça marche dans les deux sens, hein, je veux dire. Hein. C'est un jeu qui marche dans les deux directions. Justement, dans le... Bon, je taquine un peu, je vais un peu... vous partez du principe et du postulat que le RN ne veut pas abroger réellement cette loi. C'est ça votre... Elle a rien à gagner à ce que cette loi soit abrogée. Mais est-ce qu'on peut expliquer un peu, parce que pour vous c'est peut-être une évidence, mais ça l'est pas, de considérer que le RN ne veut pas vraiment l'abrogation de la loi retraite. Moi je suis une électrice du RN, je peux te dire si, pourquoi il voudrait pas. On sait que pendant la campagne, Bardella, quand il interrogé sur cette question, il bégayait. Il était extrêmement fuyant. Hein. En réalité, même le peu d'engagements sociaux, comme il pensait qu'ils allaient réellement être au gouvernement, hein. Là on était parti sur le fait Bardella Premier ministre. Hein. Les médias d'ailleurs nous le présentaient quasiment comme un Premier ministre en attente d'aller à Matignon. Hein. Les caméras le suivaient à peu près comme les premiers ministres. Voilà, c'est ça. Il était en train. Tout était prêt. Hein. Le décor était prêt pour avoir Bardella Premier ministre et Bardella Premier ministre. Donc même le peu d'engagement, tout était absolument dilué. Donc c'était ça. Donc on sait, mais en faisant cette proposition de loi, le RN est tacticien et c'est un très bon tacticien. Quelle que soit l'issue, il n'a rien à perdre. Si ça marche, il pourra dire ça a marché, mais en réalité, la réponse à ça, c'est que si ça a marché, c'est grâce à la gauche, qui a plus de 50, elle a 193 députés, 142 contre le RN. Elle a 51 députés de plus que le RN. Hein. Donc la gauche peut légitimement dire, comme elle l'a fait d'ailleurs, je rappelle un précédent, la loi sur l'IVG, la loi Veil sur l'IVG. Oui, c'est un pouvoir giscardien qu'il a proposé, mais une bonne partie des députés de droite ne l'ont pas voté. Absolument. Et si elle est passée, c'est grâce à la gauche. Et symboliquement, pour l'opinion populaire, c'était une loi de gauche, ce qu'elle était assurément, et qui est passée grâce à la gauche, même si c'est une ministre de droite, comme Simone Veil qui l'a proposé. On pourrait exactement faire la même chose, faire la même démonstration si elle passe, mais je pense que le RN, c'est des bons tacticiens, ils savent très bien, ils ne sont pas plus bêtes que nous de ce point de vue-là, hein. Ils savent très bien que le PS allait trouver l'occasion justement de faire entendre... rupture, sa dissonance en tout cas. De faire entendre sa dissonance par rapport à la FI. Il savait très bien que cette proposition allait foutre la merde à l'intérieur du NFP. Et là, le gain est double pour eux. Hein. C'est-à-dire que non seulement on apparaît comme cohérent avec notre programme, mais en plus, on démasque la gauche en tant que faux ami, justement, des classes populaires. Et on réactive le traumatisme, j'insiste là-dessus, de la coupure, de la trahison profonde qui remonte à plusieurs décennies entre la gauche et les classes populaires. Alors moi, j'ai envie de poser des questions à Statis, à Youssef, et notamment sur essayer de pas faire un pronostic, mais essayer de se projeter sur les sur les stratégies internes à la NFP et qu'est-ce qu'elle pourrait donner en termes de vote. En gros, est-ce que on peut être raisonnablement optimiste sur l'unité de la NFP, sur cette
j'allais dire, sur ce vote positif pour une abrogation de la loi retraite. Je veux dire, à partir des positions des uns et des autres, et notamment, on va dire, de la guerre interne qui a lieu au PS, qui est assez, j'allais dire, assez terrifiante, j'ai envie de dire. Parce que, en fait, ils ont vraiment abandonné, le lendemain de l'élection, ils ont abandonné tous les engagements qu'ils avaient pris en s'intégrant, enfin, en étant partie intégrante de la NFP. Donc, est-ce qu'on peut avoir un espoir raisonnable que la stratégie aboutisse à une victoire? Alors, le PS, il est gêné aux entournures. C'est vrai que la direction du PS, elle peut se servir de cela pour en faire un prétexte et une débarcation par rapport à la FI et puis accroître. Mais en même temps, je veux dire, je ne sais pas si les députés PS, parce que les députés PS, ils ont aussi un électorat. Et l'électorat des députés du PS, peut-être aussi qu'ils n'ont pas forcément envie de fâcher leur électorat, parce que je pense que... C'est un électorat NFP, d'ailleurs, c'est pas uniquement en PS. C'est ça, exactement. Donc la direction du PS a beau faire émettre des avis, etc., faire des calculs, tout ce qu'on veut. N'empêche que le moment venu, je pense que plus d'un député PS qui pourrait apparaître comme étant... en accord même avec les dissidents du PS, enfin avec ceux qui sont pour la rupture, hein, toute la bande, voilà, on les connaît, opposés à fort, eh bien, je pense que le jour venu, il y a une bonne chance qu'ils votent, parce qu'ils savent très bien que leur électorat, leur électorat, évidemment, ne sera pas forcément satisfait si jamais parce qu'on saura qui a voté, on saura, etc. Donc voilà, je pense que ça vaut, il y a une bonne chance, Et puis, ça c'est une chose. Mais aussi, pour revenir sur le RN, il y a une chose qu'on oublie, c'est que le RN, c'est... Alors, il n'y a pas qu'un électorat populaire dans le RN, ne l'oublions pas. Il y a aussi vraiment un électorat bourgeois, petit bourgeois, et même plus que bourgeois. Il y a le RN du Nord, le RN du Sud, c'est les mêmes. Voilà, exactement. Et alors que de ce point de vue, les forces de gauche sont beaucoup plus homogènes, de façon globale, beaucoup plus homogènes. Il y a aussi la petite bourgeoisie, etc., mais bon, globalement. Alors, du coup, imaginons un RN qui je ne suis pas sûr que tous les gens qui votent RN sont d'accord avec ces propositions de loi du RN. Et c'est là où on voit le piège, justement, le RN. Je pense que l'objectif principal du RN, c'est vraiment de piéger la gauche. Mais imaginons que cette loi soit votée. Je pense que ça créera des contradictions au sein du RN, beaucoup plus qu'au sein de la gauche. Et du coup, parce qu'on sait très bien qu'il y a toute une fraction, effectivement, là, c'est quelqu'un qui faisait remarquer cela dans le chat, mais c'est vrai que comment il y a une fraction de la gauche, de l'électorat du RN qui serait pas content du tout et qui tiennent à cette réforme des retraites. Ils tiennent pour des tas de raisons. Hein. Je veux dire, voilà. Donc, du coup, c'est aussi là-dessus, c'est que le RN risque de se faire piéger par lui-même. Et du coup, ce qui, évidemment, justifie que la gauche joue cette carte. Absolument, c'est un motif supplémentaire. Oui. Il ne faut pas oublier qu'une partie très importante de la progression électorale du RN vient du fait qu'il a réussi des percées parmi les retraités, oui. Parmi un électorat traditionnellement de droite, hein, de classe moyenne, voire même de classe moyenne supérieure, oui. Qui se tourne maintenant vers le RN. Et ça, c'est effectivement un électorat qui n'est pas nécessairement enthousiaste à l'idée de revenir sur l'abrogation des retraites. Hein. En réalité, c'est un électorat qui, avant, était plutôt polarisé quelque part entre la Macronie et la droite traditionnelle. Hein, Voilà. Donc oui, c'est un moyen effectivement de faire jouer ce type de contradiction à l'intérieur de l'électorat du RN, mais surtout, ce qui doit nous préoccuper, nous, c'est les classes populaires. Oui, ce qui fait le cœur de la dynamique, c'est la fragmentation des classes populaires autour de la ligne raciale. Et ça, effectivement, c'est quelque chose, il ne faut pas lâcher justement sur l'idée qu'il faut remettre ça en cause et en aucune façon ne permettre le RN d'apparaître comme le vrai défenseur des intérêts populaires. Parce que c'est là-dessus que la démarcation se fera, de toute façon. C'est sur toute cette ligne comme racistoïde, etc. En tout cas, j'ai vu beaucoup de gens, plutôt du camp de gauche, hein, bien sûr, qui disaient qu'ils étaient très soulagés qu'une tribune comme ça soit sortie et que des intellectuels, des militants, des historiens, etc., aient le courage comme ça de... Oui. C'est pour ça que nous l'avons fait, hein, parce que bon, il ne faut pas se leurrer. Hein. Comme on sait, et je suis entièrement d'accord avec ce qu'a dit Youssef, que l'argument principal
pour ne pas voter ça, c'est un argument de type moral. Et comme on sait bien à quel type de raisonnement et d'affect dans certains secteurs de l'électorat de gauche, eh bien, on sait qu'une tribune qui est signée par des gens qui, on va dire, représentent quelque chose, hein, ou sont censés représenter, je ne me fais pas de grandes illusions sur ce que je sais, hein, sur ce que je suis. Mais bon, voir quelqu'un comme Annie Ernaux, par exemple, voilà, signer une tribune qui dit oui, il faut voter ça avec le RN, bon, ça diminue quand même, ça entame la force de l'argument moral. Ça peut libérer, je pense, le débat à l'intérieur de l'AFI, mais plus largement aussi. Hein, c'est pas simplement l'AFI. Hein, je crois qu'il y a des secteurs, y compris chez les Verts, hein, par exemple, ou au Parti communiste. Hein, je crois que pour le PC, c'est pas encore très clair hein, sur ce qu'ils ont fait. Donc, il est très important que les choses se débloquent par rapport à ça, et que pour l'AFI, le vrai défi, c'est qu'elle continue à donner le tempo à l'intérieur du nouveau Front populaire, comme elle a su le faire jusqu'à présent. Hein. Bon, elle a su déjouer justement toutes les tentatives de l'isoler à l'intérieur du NFP, hein, l'opération Cazeneuve n'en étant qu'une, hein, parmi d'autres, la volonté aussi de diluer le programme hein, du NFP, qui est déjà un programme en réalité assez minimal, hein, qui est un programme qui est en retrait par rapport au programme de la NUPES de 2022, par exemple. Hein. Bon, mais au moins tenir bon quand même là-dessus, tenir bon sur cette plateforme. Bon, tout ceci a été jusqu'à présent réussi. Eh bien, il faut justement poursuivre en quelque sorte sur cette lancée et conforter cette position, disons, motrice, hein, cette position motrice du pôle de rupture à l'intérieur du NFP. On va voir comment ça va se débloquer. J'ai pas bien lu Après, Youssef, il faut qu'on avance un petit peu parce qu'on a aussi l'actualité, tu sais, Gaza. Tout à fait. Mais juste pour terminer là-dessus, quels sont les arguments principaux qu'on a pu opposer à cette tribune? J'ai pas bien lu. Alors moi, je dirais que l'argument principal, c'est une crainte de la banalisation, en fait. La banalisation du RN, qui deviendrait finalement un parti comme un autre. Mais j'ai envie de dire, c'est un peu trop tard maintenant. Oui, c'est ça. Là, vous avez 15 ans de retard, les gars, quoi. La bataille, voilà, donc... C'est not in my name, quoi. C'est-à-dire c'est les gens qui ne veulent pas associer leur vote à la disgrâce de... Je pense d'un côté, il y a la gauche un peu bourgeoise, effectivement, qui veut rester dans la pureté, mais il y a aussi des gens qui réellement ont tellement l'habitude, c'est un dressage, ils ont tellement l'habitude de dire le RN, c'est cordon sanitaire, que quand on leur propose forcément une stratégie, ils ont du mal à l'accepter. Et il faut expliquer, quoi. Moi, je trouve que, c'est en ça que je disais not in my name. Et dans le sens où j'ai l'impression que plus les gens... moins les gens sont touchés par les conséquences concrètes des politiques macronistes et notamment justement l'abrogation des retraites avec cet allongement du temps de travail, de la carrière, etc. Plus ils vont investir des postures morales ou des postures loin des j'allais dire moralistes presque, plus que morales, c'est-à-dire de dire non vraiment... on peut pas. Jamais, quoi. Voilà, le cordon. On n'en est plus là. Aujourd'hui, on n'en est plus là. Je veux dire, le bateau, il a pris l'eau de partout. Moi, ce que je tire de positif de cette législative anticipée, c'est la panique du système. C'est-à-dire que le système est tellement paniqué qu'ils ont mis déjà beaucoup de temps. Ils nous ont sorti l'excuse des JO, après des Paralympiques, après je ne sais quoi. Mais en fait, ils étaient tellement paniqués de ne pas être en mesure de conserver le pouvoir au bloc bourgeois. Un bloc bourgeois qui s'est donc élargi et qui qui a fait allégeance au bloc nationaliste pour pouvoir, survivre. Et moi, ce que je retiens aussi, c'est que avec donc ça fait deux législatures de suite, deux élections de suite législatives, qu'on n'a pas de majorité absolue à l'Assemblée nationale, s'entend, et que là encore, de manière encore plus marquée sur cette seconde fois, et que du coup, ça appelle de nouvelles manières de faire de la politique. C'est-à-dire que, vous me dites si je dis une connerie, mais dans la Ve République, on n'a pas eu le cas de figure où il y a vraiment 3 blocs minoritaires. Vous me dites si je dis une bêtise, hein. Mais je ne crois pas. Il y a toujours eu des majorités absolues adossées plus ou moins au président de la République en place ou des cohabitations. Et là, on est sur une nouvelle structuration.
Et du coup, voilà, ce que j'ai envie de dire à la gauche, c'est de dire, bah voilà, maintenant, on doit inventer des nouvelles manières d'obtenir des résultats. Parce que sinon, on va attendre quoi? De retrouver une majorité absolue? Peut-être que ça n'arrivera pas de sitôt, en fait. Le gouvernement Barnier ne tient qu'à un fil, hein, c'est tout à fait évident. On le voit d'ailleurs au moment des discussions sur le budget. Il s'agit de profiter justement, comme cela vient d'être dit, de cette instabilité en réalité qui existe pour augmenter justement cette instabilité, affaiblir, déstabiliser le gouvernement Barnier, y compris au niveau du Parlement. Et c'est ça qui peut ouvrir un espace justement et relancer les mobilisations, hein, parce que c'est quand même, on sait que la vraie bataille se mène toujours au niveau des mobilisations sociales, mais il faut libérer un espace pour faciliter en quelque sorte et relancer la perspective d'une mobilisation potentiellement victorieuse.